Changeons un peu d'angle pour parler du nouveau rapport de l'ONU qui accuse à nouveau la République démocratique du Congo de soutenir les FDLR qui opèrent depuis des années à l'est de la RDC. Le rapport détaille comment, depuis le mois de mai 2022, des groupes armés du Nord Kivu, dont les FDLR, ont collaboré sur différents fronts avec l'armée congolaise, FARDC, et reçu également un soutien matériel de leur part. Cette complicité entre l'armée de la RDC et les milices est dénoncée depuis longtemps par le Rwanda, comme l'a d'ailleurs déclaré la porte-parole du Rwanda, Madame Yolande Makolo, qui a indiqué que l'appui des FARDC au FDLR, c'est ce qu'a toujours dénoncé le Rwanda. Pour en parler davantage, nous sommes rejoints depuis la France par Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain. Jean-François, bonjour. Bonjour. Quel est votre point de vue sur ce rapport? Alors, c'est un rapport extrêmement intéressant et qui a été, à mon avis, assez mal présenté ou prophétisé par beaucoup de médias ces derniers jours. Ils annonçaient un rapport qui allait incriminer le soutien du Rwanda au M23. En fait, ce n'est pas du tout le contenu du rapport. Ce rapport, il explique très clairement que les forces génocidaires transformées au Congo et qui soutiennent depuis des années les forces congolaises armées sont largement responsables de la crise actuelle par une coalition avec les Maï Maï et d'autres groupes rebelles dans une région très complexe, et que la priorité, ce n'est pas de savoir si le M23 est soutenu ou plus ou moins soutenu par le Rwanda. Le vrai problème, c'est cette coalition de groupes armés qui a développé l'insécurité au nord et au sud Kivu depuis des années. C'est donc quelque chose de tout à fait nouveau de la part de l'ONU. Jean-François, ce rapport accuse à nouveau la RDC de soutenir les FDLR, mais la plupart des médias ne diffusent qu'une partie du rapport, à savoir celle qui part du Rwanda, du prétendu soutien du Rwanda au M23. Pourquoi cette partialité des médias? Eh bien, moi, je pense que ça date du rapport Mapping et de toute la mobilisation de certaines ONG pour les 10 ans du rapport Mapping. Je vous rappelle que le rapport Mapping a été établi en 2010 et qu'en 2020, toute une série de mouvements, y compris des mouvements négationnistes, voulaient célébrer ce rapport comme un acte d'accusation contre le Rwanda. D'abord, le rapport Mapping n'est pas un acte d'accusation contre le Rwanda, c'est une série qui documente des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité commis par l'ensemble des protagonistes de la région entre 1993 et 2003, y compris de nombreux groupes congolais. Et ce rapport demandait la création d'un organe judiciaire chargé de juger ces crimes, une préconisation qui n'a jamais été acceptée par le gouvernement congolais pour une raison évidente, c'est que les Congolais seraient les premiers accusés de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ensuite, ce rapport a été dévoyé pour accuser systématiquement le Rwanda d'être en quelque sorte l'unique responsable de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo pendant la première et surtout la deuxième guerre du Congo, mais c'est une façon très partiale de présenter ce rapport Mapping. D'autre part, ce rapport lui-même a été sévèrement critiqué depuis des années, notamment par mon confrère Patrick de Saint-Exupéry dans son livre Enquête qui s'appelle La Traversée et qui montre que l'histoire ne s'est pas passée comme le prétendent le documenter les experts du rapport Mapping. Donc, nous sommes en face d'une situation extrêmement complexe dans laquelle l'idéologie joue un rôle majeur, l'idéologie du génocide, cette idéologie qui s'est transmise en République démocratique du Congo par la diaspora génocidaire et notamment par les groupes armés qui ont suivi la quasi-dissolution des forces armées rwandaises après 1994 et bien sûr les FDLR en tout premier lieu. Donc, la véritable observation, c'est cette idéologie qui non seulement hante l'ensemble de ces acteurs et qui risque de conduire à un nouveau génocide des Tutsis, mais cette fois-ci au Congo,
et puis cette idéologie qui marque en même temps les médias internationaux par ce caractère un peu obsessionnel d'inverser les situations et les responsabilités entre les victimes et les bourreaux et d'accuser finalement le Rwanda ou les Tutsis d'être non pas des victimes mais d'être des bourreaux. C'est tout à fait frappant de voir cette espèce de thème récurrent qui pollue en quelque sorte la lecture de ces analyses de l'ONU qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus intéressantes que ce qu'on lit ici et là dans des gros titres ou dans des articles assez sommaires. Jean-François, si on revient directement sur ce rapport, s'il montre clairement que la collusion entre la RDC et FDLR, peut-on donc espérer finalement que la voix du Rwanda va être entendue et conduire à l'arrêt d'un quelconque soutien à ces forces génocidaires? Malheureusement, ça fait des années que cette espérance est battue en brèche. Vous savez que lors de la précédente intervention du M23 dans la région de Goma, des promesses avaient été faites d'intégrer ces combattants dans les forces armées congolaises, ce qui n'a pas été réalisé. Alors, ce qu'on voit, c'est que les forces armées congolaises, elles intègrent à peu près tous les groupes armés, sauf le M23, et il y a une disproportion qui est aussi, à mon avis, l'un des facteurs principaux de la crise actuelle. Alors, pour résoudre cette crise, il faudrait évidemment passer par une situation de dialogue avec le M23, ce qui n'a pas été vraiment le cas jusqu'ici, et puis ensuite d'intégration également de représentants du M23 dans les forces armées officielles congolaises. Vous venez de donner d'une manière générale. Et pour terminer, à votre avis, qui doit faire quoi pour résoudre définitivement le problème de l'insécurité à l'est de la RDC? Le véritable problème, c'est la prévalence de cette idéologie de la haine anti-Tutsi qui s'est développée ces derniers mois à la faveur des réseaux sociaux et puis de manipulation de l'opinion publique à des fins politiciennes. Il faut absolument qu'on combatte cette idéologie, qu'elle soit interdite, qu'elle soit sanctionnée, sans quoi on n'aboutira à rien, car la vérité, c'est que la paix se construit sur des relations d'amitié, de tolérance, de cohabitation durable, et non pas sur la désignation d'un groupe victimisé ou d'un groupe qui fait figure de bouc émissaire. Cette stratégie du bouc émissaire est extrêmement dangereuse et il faut absolument y mettre un terme avant toute autre action de paix. Jean-François Dupaquier, merci pour votre éclairage. Merci à vous et joyeux Noël. Joyeux Noël.